Bonjour tout le monde, c'est Lily Booking. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo très spéciale parce que je suis en compagnie de Christophe Arleston. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc Christophe est scénariste de BD, donc L'Enfeuse de Troy, Troll de Troy. On dit Troy ou 3 d'ailleurs, j'ai jamais su. 3. Bon ben voilà déjà. Pour une bonne et simple raison, c'est que un copain m'avait expliqué un jour qu'un bon titre c'est machin deux trucs. J'étais à l'Enfeust 2, 2, 3. Les gens s'en sont aperçus au tome 4 quand ils ont demandé l'Enfeust de 3, 4. Donc tu as fait également Les Naufragés d'Ithaque, Sangre plus récemment aussi. Sangre plus qui est récemment, un Les peu Forêts différent. d'Opale, Ouais. Troll de 3. Et donc Echo dont on va parler aujourd'hui. On va parler un petit peu de l'histoire déjà. Qu'est-ce que c'est que Echo? Alors Echo, c'est un monde parallèle où se retrouvent des gens sur le point de mourir et par ailleurs une autre partie de la population qui est native, qui est les descendants de ceux qui sont arrivés là. Au tome 5, on apprend un peu plus sur l'histoire de ce monde-là, c'est-à-dire comment est-ce que Dame Anglaise a découvert une porte un peu par hasard et a découvert l'existence des Préchaunes, donc ces petites créatures qui ressemblent à des écureuils très civilisés. Ils ont un côté très victorien avec des petits gilets, ils se tiennent très bien, le thé est très très important, l'heure du thé, et en même temps ils ont une nature complètement sauvage à côté de ça. Je joue beaucoup sur l'ambiguïté de ces personnages-là, et en même temps Echo, c'est une manière de revisiter notre planète en version fantasy, puisque c'est un monde parallèle mais qui est vraiment notre monde. Donc on a New York version fantasy, Paris version fantasy, Barcelone, voilà, on se promène comme ça à travers les grandes villes. J'ai envie de proposer un petit jeu. Est-ce que tu connais le qui est? Je suppose que oui. En fait, le but c'est que moi j'ai un personnage en tête qui va me poser des questions et donc tu vas essayer de deviner à quel personnage je pense, donc un personnage d'Echo évidemment pour après introduire l'histoire. Humain ou non humain? Non humain. Ah Donc là c'est très facile. Poilu. Très poilu. C'est Gisbert de Botafium. Tout à fait. Donc est un personnage très important parce que c'est par lui qu'on introduit un petit peu l'histoire. Si Gilbert c'est un Préchaune, de quoi est-ce que tu t'es inspiré pour créer ces créatures du coup? J'en ai absolument aucune idée. C'est venu comme ça? Voilà, il faut jamais me demander quelle est l'origine d'une de mes idées parce qu'il est très très rare que je puisse mettre un point précis sur une idée. Moi ça m'a fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles, un petit peu ce côté un peu sacralisé du thé. Est-ce que c'est une inspiration ou pas? Oh, sans doute, ça fait partie de toutes les images qui... en fait, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on regarde, ça fait un gros bouillonnement pendant des années et des années. De temps en temps, il y a une bulle qui remonte à la surface. Et on est incapable de dire si une idée vient vraiment directement de quelque chose. Je crois que si une idée venait directement d'une lecture, ça serait pas bien. Ça serait pas une bonne chose. Ce qui est intéressant, c'est ce que ton inconscient va mixer et ce qui va en sortir. Mais oui, il y a certainement l'image du lapin, regardant sa montre avec son petit gilet. Je voulais leur donner ce côté très victorien. Et quoi de plus anglais que le thé. Et il me fallait ce rituel très précis. D'ailleurs, finalement, je l'ai assez peu utilisé. Ça arrive souvent en bande dessinée. On se crée des règles au début, et puis finalement, on les utilise pas toujours parce qu'on part dans d'autres directions. Mais là, je voulais que les Préchaunes arrêtent de vivre pendant 1 heure tous les jours pour s'arrêter pour le thé. On le voit quasiment dans les premières pages en fait, ce rituel. Enfin, voilà, il en est question on le voit, et finalement, dans les tomes suivants, je l'ai pas vraiment utilisé, mais c'est quelque chose sur lequel je reviendrai à un moment ou un autre. Du coup, j'ai un deuxième personnage en tête. Humain, cette fois? Humain. Fille? Une fille. Fille avec une grosse chevelure blonde. Oui. Voilà. Fourmille? Pas du tout. Pas du tout. Et non, raté. Donc on a un second personnage féminin important qui est Grace Lumumba. C'est pas ça non plus. Qui n'est pas non plus... Alors... On la voit dans le premier tome, mais on l'entreaperçoit en fait surtout. Et on parle beaucoup d'elle, mais voilà. Ah, il s'agit peut-être de la tante de Fourmille. La tante de Fourmille qui en fait vient habiter le corps de Fourmille, puisque la spécificité de ce personnage, c'est d'être habité par des gens qui sont morts peu de temps avant, et de ne pas avoir conscience à ce moment-là de la personne qui est en eux. C'est-à-dire que leur corps est emprunté par quelqu'un d'autre, enfin son corps est emprunté par quelqu'un d'autre. C'est des personnes ou des animaux, parce qu'à un moment donné, elle est habitée par un chat aussi. À un moment donné, elle est habitée par un chat. Là, je m'amuse justement à décliner ce principe-là pour voir jusqu'où on peut aller avec ça. Je crois qu'on peut aller assez loin. Ouais. Et du coup, Echo, pour en revenir à ça, et à travers le personnage de Odali, on comprend que c'est un petit peu un monde. Tu dis il y a des natifs, mais il y a aussi des bignous, des gens qui en fait sont téléportés à Echo. Souvent, ils sont sur le point de mourir. Est-ce qu'on peut dire, enfin selon toi, est-ce que Echo est comme une deuxième chance un peu pour eux, ou t'as pas du tout imaginé ça comme ça? Non, c'est pas vraiment une deuxième chance. C'est que je suis assez peu croyant, hein, comme ça peut-être se voir dans quand on lit un peu tous mes albums. Non, je n'ai pas vraiment de vision de l'après-mort. Pour moi, c'est vraiment un monde parallèle, et on est dans cette réalité alternative. Parce que, disons que le fonctionnement par rapport à la Terre, en réalité, m'intéresse assez peu. Je donne une explication parce qu'il faut qu'il y en ait une, c'est normal. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le fonctionnement interne d'Echo et de ce monde de fantaisie qui recrée le monde moderne sans
les facilités du monde moderne, puisque évidemment je devais m'interdire qu'il y ait de la modernité. Il n'y a pas d'électricité, l'électricité n'est pas possible parce que le magnétisme n'est pas possible. On reste bloqué au 19e, dans le meilleur des cas à un steampunk. Qu'est-ce qui t'amuse le plus dans la création d'un univers du coup? Dans la création d'un univers, c'est en imaginer toutes les règles et voir comment vont fonctionner les groupes sociaux entre eux, comment vont fonctionner les personnages après que je vais amener à l'intérieur des groupes. Créer des univers, c'est vraiment la chose qui m'amuse le plus dans ce métier. C'est pour ça que j'essaie après, à chaque album, de renouveler, de déplacer, parce que je ne pourrais pas faire toujours la même histoire qui se passe au même endroit. Je m'ennuierais très vite. Du coup, il y a un autre personnage qui me vient en tête. Alors, un garçon peut-être? Non. Une autre fille? Oui. Ah, peut-être une actrice américaine? Non. Non, parce qu'il y a un tome dans lequel je me suis amusé à identifier Fourmi et Marilyn et à faire un hommage à tout ce cinéma hollywoodien des années 50 que j'aime beaucoup. Alors un autre personnage féminin... Qui est assez principal. Donc Grace Lumumba, oui. Un personnage que j'aime beaucoup. Elle est à la fois secrétaire de l'agence Gratule, qui est une agence artistique, et stripteaseuse, donc on peut avoir certains préjugés parfois par rapport à ce métier, et en fait je trouve qu'elle casse totalement les codes. Est-ce que c'était un peu voulu ou... Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, stripteaseuse, danseuse, avant tout danseuse. Quelque chose que j'aurais peut-être pas fait avec un autre dessinateur, mais parce que ça aurait pu vite tourner à la vulgarité. Et c'est là où le talent d'Alessandro Barbucci, c'est de savoir dessiner des filles absolument sublimes dans des situations parfois équivoques, mais ça reste toujours d'une classe extraordinaire. Ça, de ce côté-là, c'est merveilleux de bosser avec lui. On a choisi ce personnage de Grace, d'une part parce que je voulais une afro-américaine. Comme on arrivait à New York, ça fait partie aussi du New York emblématique. Et puis Grace, pour moi, c'est un peu Pam Grier, c'est un peu tous les films de la Black Exploitation, c'est ce personnage-là que j'aime beaucoup. C'est un personnage qu'on va découvrir encore plus dans le prochain tome, puisque cette fois, on a décidé, là on est en train de parler d'un tome qui se passe à nouveau à New York qui vient de sortir, mais le suivant, on en parlait avec Alessandro, tout le monde nous attend en Asie et j'ai plutôt envie d'aller vers l'Afrique et peut-être de remonter sur les racines de Grace, qui s'appelle Lumumba en hommage à Patrice Lumumba, qui était un révolutionnaire africain des années 60. D'accord. Du coup, j'en ai un dernier, du coup, un personnage. Alors, un autre personnage, là, donc, masculin? Féminin. On n'a pas tellement parlé du personnage principal. Donc. Ah, Fourmi en elle-même. Fourmi, ouais. Bien sûr. Fourmi, qui est donc, c'est avec elle que tout commence, parce qu'au départ, elle est humaine comme nous. Enfin, je dirais, elle arrive du monde qu'on connaît pour être catapultée sur Echo. L'histoire commence dans un 747, dans le vol Paris-New York, et qui tout à coup se transforme en le dragon d'Air France qui relie Paris à New York. Ce dragon atterrit à JFK une fois qu'elle a accepté un fameux héritage. Gisbert Le Préchon est venu lui proposer d'accepter. Et donc tu l'as dit, elle a un certain pouvoir, du coup, elle peut, enfin elle est pas vraiment médium, mais disons qu'elle est habitée par l'esprit de certaines personnes décédées, ce qui l'amène en fait à résoudre des intrigues un peu malgré elle. Ce qui est plus une malédiction qu'un pouvoir pour elle. Parce qu'elle s'en souvient pas, elle sait pas du tout ce qui se passe. Et en fait, à chaque fois, il va falloir qu'elle résolve le problème du mort pour pouvoir en être débarrassée. L'un des tomes que j'ai préféré, c'est le tome 5, je crois, qui s'appelle Le Secret des Préchaunes, où justement là, elle est presque un peu maîtresse du truc. Elle choisit en fait d'y aller et de résoudre, enfin d'avoir des réponses à ces questions en fait. C'est un tome qu'on a situé à Rome parce que Alessandro, italien, avait des comptes à régler avec la religion. Et, ça se ressent pas mal. On a fait un Vatican Préchaune avec lequel on s'est beaucoup amusé. C'était pour Fourmi et pour beaucoup de lecteurs la recherche de l'origine de cet univers qui a permis de poser des bases maintenant et d'expliquer en effet pourquoi et comment fonctionnait le monde d'Echo. Mais comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est pas le plus important. Et du coup, ce tome-là, pour moi, il apporte des réponses, mais aussi beaucoup de questions. Et je trouve c'est à partir de là qu'on commence à comprendre que peut-être c'est une série qui va être longue, je sais pas. Le principe d'Echo, c'est qu'on est sur des albums unitaires. Il faut lire le premier en premier. Après, ce tome 5, c'est vrai que c'est un petit jalon, mais on peut lire le tome 1, puis le tome 6, puis le tome 4, puis le tome 5. On peut les lire comme les Astérix ou les Tintin. C'est pas très important. Donc, c'est une série qui s'arrêtera le jour où on se dit qu'on en a marre et qu'on n'a pas de nouvelle histoire à raconter. D'accord. Il n'y a pas de chute de prévu, il n'y a pas d'arc narratif à très long terme. Il y a un fil rouge, oui, mais il n'y a pas d'arc narratif vraiment. Dernière petite question, est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce tome qui vient de sortir? Alors, c'est un retour à New York. Après le tome 1, Alessandro était un peu frustré de ne pas avoir pu assez montrer New York. Donc il m'a dit, j'aimerais bien refaire un album à New York. C'est une histoire qui se passe en fait en dessous et au-dessus de New York. D'accord. C'est-à-dire qu'on a pas mal de visites des égouts de New York, qui fait partie quand même de l'univers fantasmatique. C'est ça, les gens du
urbaine, attend. etc. Ouais. Voilà. Et en même temps, on a Uptown dans un beau building, une milliardaire qui a organisé une de ces soirées charitables dont les Américains ont le secret, autour de dégustation de vin. Et un être mystérieux va prendre le contrôle de la soirée. Fourmi et Yuri vont devoir, Fourmi qui est habité par un sommelier assassiné justement, vont devoir essayer de comprendre ce qui se passe et résoudre ce problème-là. Merci à toi d'avoir répondu à mes questions. Merci. Donc pour ceux qui nous regardent, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt.